Il faut que tu viennes avec moi. Rick, qu'est-ce qui se passe? J'ai une surprise pour toi. C'est quoi ton délire? C'est J'ai une surprise, je te dis. Allez, debout, amène-toi. Dépêche, amène-toi. Tu me tiens trop J'ai une fort, surprise là. pour toi. Rick et Morty est une série aussi conne que les Simpsons, mais avec un côté brillant. Alors qu'on croit avoir affaire à une série simplement drôle, cette série traite en fait les concepts de dépression, d'amour, de mort, de suicide, d'existence et de but dans la vie. Ça a beau être une série d'animation SF, tout est bien plus profond. Il mériterait des vidéos de plusieurs heures pour analyser toute la complexité de cette série. Alors qu'en regardant la série, on comprend qu'avoir toutes les meilleures technologies du monde ne nous rendrait pas plus heureux, on va quand même essayer de s'attaquer à ces technologies. Dans cette série, on trouve des concepts de physique fondamentale, comme le paradoxe du chat de Schrödinger, des trucs dérivés de grandes théories scientifiques, comme le concept de multivers, mais aussi des trucs de SF totalement barrés qui ne semblent pas possibles. Aujourd'hui, je vais prendre 5 trucs scientifiques fous dans Rick et Morty, et voir où nous en sommes concernant ces avancées dans la réalité. Ces 5 trucs vont être la téléportation, le transfert de conscience, le fait de voyager plus vite que la vitesse de la lumière, le fait de changer le plomb en or par exemple, et surtout le sujet au cœur de la série, qui est l'avancée numéro 1 qu'on va traiter, le multivers. À plusieurs reprises, le concept de multivers est extrêmement important dans cette série. Que le méchant soit le Morty maléfique ou le Rick suprême, nos Rick et Morty doivent parfois affronter ou s'allier avec des variants d'eux-mêmes. On nous introduit le concept de courbe centrale de finitude qui isole des univers dans lesquels Rick est la personne la plus intelligente du reste du multivers infini. Bon, ainsi vous doutez bien qu'on ne va pas traiter la question de savoir si l'on peut contrôler ou non le multivers. On va simplement essayer de voir d'où cela vient et où en sont les recherches concernant le multivers. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le concept de multivers ne provient pas de la SF. En réalité, cela vient de la mécanique quantique. On pourrait même remonter plus loin, car en réalité, l'idée qu'il existe d'autres mondes que le nôtre remonte à l'Antiquité. Déjà chez les Grecs, des philosophes comme Anaximandre ou Démocrite imaginaient une infinité de mondes, certains semblables aux nôtres, d'autres radicalement différents. Mais bon, à cette époque, c'était plus de la spéculation métaphysique que de la science réellement. Le virage scientifique arrive vraiment avec la mécanique quantique au XXe siècle, qui est la branche de la physique qui étudie les choses très petites, tout ce qui est atomes, électrons, photons, etc. Et dans ce monde-là, les règles sont très différentes de celles qu'on connaît dans notre vie quotidienne. On différencie donc ce qu'on appelle l'échelle macroscopique de l'échelle quantique. En mécanique quantique, les particules ne se comportent pas comme des objets classiques. Par exemple, un électron ne tourne pas autour d'un noyau comme une planète autour du Soleil. Il est plutôt décrit comme une probabilité d'être quelque part. Tant qu'on ne mesure pas l'endroit où est l'électron, il n'est pas un endroit précis. Il est en quelque sorte dans plusieurs états en même temps. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Un exemple célèbre pour expliquer ça, c'est le chat de Schrödinger. Imagine un chat enfermé dans une boîte avec un dispositif qui a 50% de chance de tuer le chat. Selon la mécanique quantique, tant que tu n'as pas ouvert la boîte, le chat est à la fois vivant et mort. C'est seulement en regardant, quand tu ouvres la boîte, que tu vas forcer la réalité à choisir un état. Ça paraît contre-intuitif à notre échelle, car en réalité le chat n'est pas dans une superposition à notre échelle. Mais en mécanique quantique, ça prend sens. Mais bon, pendant longtemps, les physiciens ont accepté cette bizarrerie en disant que l'acte d'observation fait s'effondrer la superposition. En gros, l'univers choisit une réalité au moment où on le regarde. C'est ce qu'on appelle la réduction, ou l'effondrement de la fonction d'onde. Car oui, toutes les probabilités réunies forment une onde. Et en gros, puisque la particule choisit un état, il n'y a plus de probabilité. Il n'y a plus cette onde de probabilité. C'est pour ça qu'on dit que la fonction d'onde, elle s'effondre. Mais en vrai, ça pose un gros problème. Pourquoi le fait d'observer changerait-il la réalité ? C'est là qu'intervient l'idée radicale du physicien Hugh Everett en 1957. Notre cher Everett a proposé une autre solution. Et si la réalité ne choisissait jamais? Et si, au lieu de faire un choix, elle laissait toutes les possibilités exister, mais dans des univers séparés? Dans le cas du chat, il y aurait en fait deux univers. Un où le chat est vivant, et un autre où le chat il est mort. Quand tu ouvres la boîte, tu n'en vois qu'un, mais l'autre existe aussi. Et il en est de même pour chaque événement quantique. Chaque fois qu'un choix est possible, un électron va à gauche ou il va à droite, une particule saute ou non, l'univers en fait il se divise. Ceci, c'est ce qu'on appelle l'interprétation des mondes multiples. Elle dit que tous les résultats possibles d'un événement quantique se produisent chacun dans des mondes différents. Si cette théorie est vraie, alors il existe une infinité d'univers, tous créés par des décisions microscopiques. Mais comme nous sommes dans un seul de ces mondes, on n'a pas accès aux autres. On ne peut pas les voir ni interagir avec eux, mais ils sont là, quelque part, comme des routes parallèles qui ne se croisent jamais.
Bon, voilà la naissance du concept des mondes multiples. Mais en réalité, des multivers, il en existe plusieurs variantes selon les théories. Celui de base est le multivers quantique, où chaque événement quantique, comme le spin d'un électron, crée un embranchement. Chaque possibilité devient réelle, mais dans une version alternative de l'univers. C'est donc une idée qu'Everett a proposée. Mais il y a aussi le type de multivers cosmologique, où l'inflation cosmique, un modèle qui décrit les premiers instants de l'univers, suggère que des bulles d'univers peuvent se former, chacune avec ses lois physiques. Le nôtre ne serait qu'une bulle parmi d'autres dans un super univers. C'est principalement cette version qu'on retrouve dans Rick et Morty, alors que chez Marvel c'est plutôt le multivers quantique. Bon, après si on veut pousser encore plus loin, il y a carrément le multivers mathématique. Le mathématicien Max Tegmark a poussé le concept et a dit que tout ce qui est mathématiquement possible existerait quelque part, comme un univers réel. Ouais, il va loin lui. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, le multivers, ce n'est pas une seule idée, mais un ensemble de théories, parfois compatibles, parfois concurrentes. La série Rick et Morty joue avec le concept de multivers de façon déjantée, mais pas idiote. L'épisode où Rick saute entre des réalités où les gens mangent avec leur cul, ou celui où ils fuient leur propre réalité détruite pour en prendre une autre presque identique et enterrer leur double mort, tout ça illustre bien le principe de monde divergent, l'idée que chaque décision peut créer une autre branche de réalité. En vrai, ça c'est le principe du multivers quantique, mais l'illustration en bulle que les créateurs de la série en font, s'apparenterait plus à un multivers cosmologique au final. Bon, maintenant, où en est la recherche aujourd'hui ? C'est là que ça devient complexe. Le multivers reste en grande partie spéculatif. Mais ça n'empêche pas des scientifiques de bosser dessus sérieusement. En 2025 par exemple, les travaux continuent sur plusieurs fronts. Des expériences comme le télescope Euclide ou les données du télescope spatial James Webb cherchent des indices sur l'inflation cosmique et les débuts de l'univers, ce qui pourrait peut-être éclairer l'hypothèse des bulles cosmiques. Il y a des physiciens quantiques aussi qui testent les limites de la décohérence, comment les états quantiques s'effondrent, ce qui peut renforcer ou affaiblir l'hypothèse des mondes multiples. Évidemment, la philosophie des sciences, quant à elle, elle débat de la validité des théories non falsifiables. Faut-il rejeter le multivers parce qu'on ne peut pas le tester, ou l'étudier tant qu'il reste cohérent avec ce qu'on observe? En conclusion, pour le multivers, c'est une idée de fou, mais pas folle. Dans Rick et Morty, le multivers sert à tout justifier, que ce soit les aventures absurdes, les critiques sociales ou même les délires existentiels. Mais ce n'est pas qu'un outil narratif, c'est aussi une idée scientifique en cours de maturation. Une idée radicale, peut-être impossible à prouver, mais qui pousse les chercheurs à repenser ce qu'est vraiment la réalité. Est-ce que Rick a raison de dire que rien n'a d'importance, vu qu'il existe une infinité de versions de nous? Peut-être. Ou peut-être que, justement, c'est parce qu'on est unique dans notre bulle qu'il faut en profiter. Numéro 2, le transfert de conscience. Dans Rick et Morty, Rick peut télécharger sa conscience dans un clone, ou dans une autre version de lui-même. Il se réveille dans un autre corps comme s'il changeait de t-shirt. C'est drôle, absurde, flippant, mais surtout ça soulève une question énorme. Peut-on vraiment transférer une conscience? Est-ce que ce genre de manipulation existe ailleurs que dans les scénarios de science-fiction? C'est ce qu'on va voir. Alors, l'idée est simple à formuler. Prendre ton esprit, tes souvenirs, ton identité, ton toi intérieur, et le copier, ou déplacer dans un autre support. Ce support peut être un autre cerveau, un corps cloné, une machine ou un programme informatique. Dans Rick et Morty, on voit Rick se régénérer via des clones, mais aussi stocker sa conscience, ou carrément la transférer dans des corps d'extraterrestres. Le délire est total, mais la base du concept, elle est très sérieusement discutée. Bon, premièrement, il faut savoir que le concept de transférer l'esprit n'est pas nouveau. On en trouve déjà des échos dans la métempsychose, les âmes qui changent de corps dans la philosophie grecque, mais aussi dans la réincarnation, très présente dans les religions orientales par exemple. Le vrai décollage vient évidemment avec la révolution informatique et les neurosciences au XXe siècle. En gros, on commence à se dire, si le cerveau est une machine biologique, alors peut-être qu'on peut le copier, comme un disque dur. Cette idée explose surtout dans les années 80-90 avec l'essor de la science-fiction cyberpunk. Et elle revient en force aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et les interfaces cerveau-machine. Mais la question fondamentale est forcément, est-ce que c'est possible? C'est là que les choses deviennent sérieuses. Pour transférer une conscience, il faudrait principalement 3 choses. La première chose à faire est de scanner le cerveau en détail. Et pas juste comme une IRM, il faut une carte complète de chaque neurone, de chaque synapse et de la façon dont tout ça est connecté. C'est ce qu'on appelle la connectomique. Problème, notre cerveau contient environ 100 milliards de neurones, avec des trillions de connexions. Aujourd'hui, on sait cartographier un minuscule bout de cerveau, d'une mouche, en plusieurs années. C'est ballot.
Alors, la deuxième chose à faire serait de comprendre comment cette architecture génère la conscience. Avoir le plan, c'est bien, mais il faut aussi comprendre comment les circuits produisent une pensée, une émotion, une mémoire. Et ça, on ne le sait pas encore. C'est le fameux problème difficile de la conscience. Comment le cerveau biologique donne-t-il naissance à une expérience subjective? Enfin, la troisième chose à faire serait de trouver un support pour accueillir cette conscience. Si on parvient à copier toutes les informations du cerveau, il faut ensuite les faire tourner sur une machine, ou les recharger dans un autre cerveau, ou un clone. Là, on entre dans la science-fiction la plus pure, hein, pour l'instant. Et les recherches alors, où ça en est? Il y a 3 grands axes de recherche qui touchent de près ou de loin au transfert de conscience. Il y a tout d'abord les interfaces cerveau-machine. Des chercheurs comme ceux de Neuralink, d'Elon Musk, ou même de Paradromix ou Synchron, développent des implants capables de lire ou d'écrire dans le cerveau. Pour l'instant, ça permet à des personnes paralysées de contrôler un curseur ou un bras robotique. Mais c'est aussi le premier pas vers une communication directe cerveau-ordinateur qui serait indispensable pour copier une conscience forcément. Ensuite, l'autre axe de recherche important est la simulation directe de cerveau. Le projet Blue Brain, lancé en Suisse, tente de modéliser un cerveau de rongeur en 3D, neurone par neurone. D'autres, comme le Human Brain Project, veulent simuler le cerveau humain à l'échelle numérique. On en est encore loin, mais la recherche elle avance. Enfin, il y a évidemment les recherches sur l'esprit et la conscience. Des neuroscientifiques, des philosophes et même des informaticiens bossent sur la théorie de l'information intégrée, la théorie des espaces de travail globaux ou la théorie de l'orchestre cérébral. Oui, ça existe. Tout essaie de comprendre la conscience comme un phénomène émergent du traitement de l'information. Mais pour l'instant, aucun ne peut expliquer complètement pourquoi on est conscient, ni comment on pourrait copier ça. Bon, avec tout ça, on pourrait se dire, mais alors, c'est juste un délire total. En vrai, pas forcément. Beaucoup de chercheurs prennent l'idée au sérieux, à long terme. Des penseurs comme Ray Kurzweil, un futurologue chez Google, pensent qu'on pourra transférer l'esprit humain dans des machines avant 2100. Bon, en 2100, tu seras soit très vieux, soit très mort. D'autres, plus sceptiques que Ray Kurzweil, disent que c'est impossible tant qu'on ne comprend pas ce qu'est vraiment la conscience. Et même si on y arrivait, il resterait encore une question fondamentale. Est-ce que c'est encore toi? Si on te copie, et que cette copie se réveille, elle pensera être toi. Mais toi, tu restes là. Et si on t'efface après le transfert? Ce n'est pas un transfert, c'est un meurtre plus une copie. Ce paradoxe, sans le vouloir, est au cœur d'épisodes comme celui où Rick se réveille dans un clone dans un univers fasciste, ou même celui où il saute entre des copies sauvegardées de lui-même. Rick et Morty s'amusent à dire l'identité, la mémoire, la conscience, tout ça, c'est du code qu'on peut copier, manipuler, stocker. Mais est-ce que ce code est la personne? À méditer. Ainsi, est-ce que tout cela arrivera ou pas? À court terme, non. On ne sait pas scanner un cerveau en détail, on ne comprend pas encore la conscience, et on ne sait pas si une machine peut vraiment l'héberger. Mais à long terme, certains pensent que c'est une simple question de temps et de puissance de calcul. En tout cas, la question n'est plus réservée à la science-fiction. Des labos travaillent dessus, des milliardaires investissent dedans. Et aussi surprenant que ça puisse être, des bioéthiciens commencent à rédiger des lois pour encadrer le jour où quelqu'un se pointera et dira « Je veux être téléchargé ». Voilà, donc le transfert de conscience, c'est pas juste un délire de Rick bourré dans son garage. C'est un concept qui touche aux limites de la science, de la technologie, de la philosophie et de la mort elle-même. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Est-ce que c'est souhaitable? C'est un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est que si un jour on y arrive, le monde ne sera plus jamais le même. Numéro 3, la téléportation. La plus grande invention de Rick est le pistoportail, ou portal gun, qui crée littéralement des portails pour se déplacer où l'on veut. Bon, ici on va volontairement confondre portail et téléporteur, car oui, un portail peut être équivalent à un téléporteur selon la manière dont on définit et imagine chacun des deux concepts. En science-fiction ou fantasy, un portail est souvent une ouverture, ou un trou dans l'espace, parfois dans l'espace-temps, reliant instantanément deux lieux distants. Il reste ouvert en général et plusieurs personnes peuvent le franchir tant qu'il est actif. Bon, vous savez tous ce qu'est un portail. Au minimum, vous connaissez Doctor Strange, Portal, Sonic ou Stargate. Voilà. Alors qu'un téléporteur agit plutôt comme une machine qui dématérialise un être ou un objet à un endroit et le rematérialise à un autre endroit. Regardez Star Trek. Donc, fonctionnellement parlant,
Oui, un portail peut être équivalent à un téléporteur. Les deux permettent de passer instantanément d'un point A à un point B. C'est pour ça qu'ici on va se permettre de les confondre. Ainsi, on ne va pas se demander si la création du portal gun est possible, mais plus si la téléportation est possible. Alors, l'idée de se téléporter est ancienne. Dans les contes par exemple, on trouve des baguettes magiques qui ouvrent des portails ou même des djinns qui se déplacent instantanément. Mais le mot téléportation n'apparaît qu'en 1931, inventé par Charles Fort, un écrivain passionné de phénomènes inexpliqués. Il parle de gens ou d'objets qui disparaissent et réapparaissent sans explication. Ce qui change, c'est quand la science-fiction s'en empare, surtout dans les années 50 à 70. Et ensuite, c'est au tour de la science de rattraper un peu la fiction. Depuis 1993, les scientifiques ont réalisé une chose dingue. La téléportation quantique est possible. Oui, une vraie téléportation, mais pas comme dans les films. Pas de corps qui disparaît et réapparaît. Ce qu'on peut faire, c'est téléporter de l'information quantique. Bon, pour expliquer de manière claire, on va dire qu'on prend deux particules intriquées, une particule A et une particule B. Elles sont liées de façon invisible. En gros, ce que tu fais à A infecte instantanément B, même à des distances énormes. Ensuite, tu prends une troisième particule, celle que tu veux téléporter, on va l'appeler C. En faisant une opération sur A et C, et en envoyant le résultat par un canal classique, tu peux recréer l'état quantique de C sur B. Donc c'est détruit à l'endroit d'origine et recréé ailleurs. C'est ça la téléportation quantique. L'état d'une particule est transféré, pas la matière elle-même, attention. C'est une copie destructrice, avec une vitesse limitée par la vitesse de la lumière. En 1997, on a réussi à téléporter des photons. En 2004, des atomes individuels. En 2012, en Chine, ils ont réussi à téléporter jusqu'à 143 km de distance. Et en 2017, il y a eu une téléportation depuis la Terre vers un satellite en orbite. Maintenant, c'est une vraie technologie, utilisée dans les tests de communication quantique ultra sécurisés. Mais attention, il est évident que ce n'est pas une machine de téléportation humaine. On ne téléporte pas des cerveaux, des souvenirs, ni même des objets, juste des états quantiques très simples. Certains peuvent rester sur leur faim par rapport à la téléportation ou par rapport au portail. Ainsi, une autre approche que l'on pourrait avoir par rapport au portail serait de se dire que lorsque Rick ouvre un portail, il ne téléporte pas son corps à distance, il plie l'espace pour relier deux points. Là, on entre dans le terrain de la relativité générale et des trous de verre. J'ai fait il y a bientôt 2 ans une vidéo sur ce sujet si vous voulez. Après, vous connaissez les trous de verre, c'est une hypothèse de la physique d'Einstein, une sorte de tunnel dans l'espace-temps qui relie deux régions très éloignées. Imagine que l'univers est une feuille de papier. Tu vas aller d'un point A à un point B, plutôt que de traverser toute la feuille, tu plies la feuille et tu fais un trou qui relie directement A et B. C'est grosso modo ça, un trou de verre. Bon, mathématiquement, c'est possible. Physiquement, c'est plus compliqué. Il faudrait une matière exotique, avec une énergie négative pour le stabiliser. Ensuite, aucun trou de verre stable n'a été observé à ce jour, et les modèles actuels montrent qu'il pourrait s'effondrer trop vite pour qu'un humain les traverse. Mais certains physiciens, comme Kip Thorne, ont proposé des solutions théoriques pour les rendre traversables. Il a même conseillé sur Interstellar pour rendre tout ça crédible. Mais bon, on pourrait donc simplement dire, par rapport à Rick et Morty, que les portails sont des trous de verre, même si cela ne devrait absolument pas ressembler à ça. Et théoriquement, ça reste possible, mais technologiquement, c'est hors de portée. Ainsi, la réponse à la question « Peut-on vraiment se téléporter un jour ?» serait, en théorie, oui, si on scanne chaque atome de ton corps. Qu'on détruit ensuite l'original et qu'on reconstruit une copie ailleurs, atome par atome. C'est ce qu'on appelle le téléporteur à la Star Trek. Mais c'est bourré de problèmes, car le corps humain contiendrait en moyenne environ 7 x 10 puissance 27 atomes. De plus, il faudrait une énergie colossale pour désintégrer et reconstruire un être humain. Et enfin, il faudrait une précision absolue, le moindre décalage et tu reconstruis une purée d'organes. Sans compter en plus la question philosophique, est-ce que toi, tu survis ? Ou est-ce que c'est juste une copie, et toi tu es mort pendant le processus? Un peu la même question qu'on s'est posée par rapport au transfert de conscience au final. Donc en résumé, la téléportation quantique, c'est déjà réalisé. Elle progresse vite, surtout sur les réseaux quantiques et la cryptographie. Pas de voyage humain, mais des applications réelles. Ensuite, concernant les trous de verre, c'est une théorie solide, mais zéro preuve expérimentale. On manque de technologie pour créer ou stabiliser un trou de verre. Certains physiciens cherchent des signatures indirectes dans les ondes gravitationnelles, mais rien de concret pour l'instant. Et pour la téléportation physique, type Star Trek, c'est totalement hors de portée. Pas de méthode actuelle pour scanner, stocker et reconstruire un humain. Et même si c'est possible, il y aurait un débat moral énorme. Ainsi, la téléportation est réelle, mais pas comme dans les séries. On sait téléporter des états quantiques, pas des corps. Les trous de verre sont mathématiquement plausibles, mais pas encore observés.
Les portails à la Rick, eux, sont toujours de la pure fiction. Mais la science avance, ce qu'on considère impossible aujourd'hui pourrait devenir banal d'ici 200 ans. Et en attendant, Rick et Morty continuent de nous rappeler que la frontière entre absurde et visionnaire en science est parfois juste une question de temps. Numéro 4. Transformer le plomb en or. Dans l'épisode 2 de la saison 2 de Rick et Morty, on découvre un personnage, le temps d'un épisode, nommé Prout l'extraterrestre. En plus d'avoir l'une des meilleures musiques de la série, il a en plus le droit à l'un des meilleurs pouvoirs. Il a simplement la capacité de changer n'importe quel matériau en un autre matériau. Dans la série, on voit simplement le fait qu'il change de l'oxygène en or en y ajoutant 71 protons. Et même s'il ne le dit pas, il doit aussi avoir ajouté des électrons et des neutrons. Cet alien étrange nous pousse à poser une question simple, mais folle: peut-on altérer la composition des atomes? Alors, avant tout, c'est quoi altérer un atome? Bon. D'abord, un atome, c'est un noyau fait de protons et de neutrons, entouré d'un nuage d'électrons. Ce qui détermine quel élément c'est le nombre de protons dans le noyau. C'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Un atome d'hydrogène a 1 proton, un atome de carbone en a 6, le plomb en a 82, et l'or en a 79. Donc pour changer du plomb en or, il faut simplement enlever 3 protons au noyau de plomb. Et là, on ne parle plus de chimie, et heureusement car je suis nul en chimie, on parle alors de physique nucléaire. Bon, ce délire de transformer le plomb en or, c'est pas nouveau. C'est le cœur de l'alchimie, qui a existé pendant plus de 2000 ans, en Chine, en Inde, chez les Arabes et en Europe. L'idée était simple, la nature est faite d'éléments transformables. Si on trouve la bonne formule, la bonne pierre philosophale, on peut purifier un métal comme le plomb et le transformer en or. Mais les alchimistes ne comprenaient pas les atomes, ils travaillaient avec des symboles, des mélanges, des métaphores. Ce n'est qu'au 19e siècle qu'on découvre que les éléments sont définis par leur structure atomique, et que non, tu ne peux pas juste cuire du plomb avec du soufre et obtenir de l'or. Il faut changer le noyau. Et alors, changer le noyau, est-ce possible ou pas? Techniquement, oui, on peut transformer un élément en un autre. C'est ce qu'on appelle la transmutation nucléaire. Ça existe, c'est prouvé, et ça a même été fait. Mais ce n'est ni pratique ni rentable, et ça n'a rien à voir avec la magie. Heureusement. Mais alors, comment ça marche? Pour changer un atome, il faut changer le nombre de protons dans son noyau. Pour ça, tu peux utiliser la fission, le fait de découper un atome, par exemple casser de l'uranium en 2 parties plus petites. Les fragments sont donc d'autres éléments, souvent radioactifs. Tu peux aussi utiliser la fusion, qui est cette fois-ci le fait de coller des noyaux ensemble. Par exemple, dans le soleil, des atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium. Ou tu peux aussi procéder par capture de particules. Tu bombardes un noyau avec des neutrons ou protons pour changer sa composition. C'est ce qu'on fait dans un réacteur nucléaire ou un accélérateur de particules. Et devine quoi, en 1980, des chercheurs du Lawrence Berkeley Lab ont transformé du bismuth, qui a 83 protons, en or, donc 79 protons, en bombardant ces noyaux avec des particules. C'était une transmutation réussie, mais le coût, il était gigantesque. En plus, leur produit était instable, et surtout, il a fallu un accélérateur de particules géant. Donc oui, c'est faisable, mais ça coûte plus cher que l'or que tu obtiens au final. Ainsi, aujourd'hui, la transmutation nucléaire est surtout étudiée pour transformer des déchets radioactifs en éléments plus stables, moins dangereux, avec une demi-vie plus courte. Là, la transmutation a un vrai intérêt pratique. C'est donc un intérêt écologique. Après, il y a aussi certains chercheurs qui créent des éléments qu'on ne trouve pas dans la nature, comme le moscovium, qui est l'élément 115, ou le ténécine, l'élément 117. Pour les créer, ils font fusionner des noyaux plus légers dans les accélérateurs. C'est une forme de transmutation ultra poussée, on crée de nouveaux atomes qui parfois ne durent quelques millisecondes. Mais bon, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est si difficile, eh bien, premièrement, l'énergie nécessaire est énorme. Les noyaux d'atomes sont ultra stables. Pour les changer, il faut leur balancer des particules à une vitesse proche de celle de la lumière. Deuxièmement, les réactions sont imprévisibles. Tu ne peux pas cibler précisément un résultat. Souvent, tu obtiens un atome instable ou radioactif. Troisièmement, c'est dangereux. On parle de radiation, de neutrons libres, de déchets. Enfin, quatrièmement, c'est incroyablement cher. Les installations coûtent des centaines de millions, et les quantités d'éléments créés sont microscopiques. Bon, quand Prout transforme de l'oxygène en or, il fait en 1 seconde ce que la science a mis des décennies à démontrer avec des moyens colossaux. Il le fait sans machine, sans chaleur, sans radiation. Il utilise sa pensée. C'est ça qui est drôle, Rick et Morty poussent à l'extrême des concepts réels, les rend absurdes pour souligner à quel point la réalité est limitée par nos moyens techniques. L'humour vient du fait que les choses impossibles sont parfois très coûteuses, très lentes ou très dangereuses. Dans l'épisode, cette transformation n'a aucune conséquence, à part le fait que Prout est recherché partout dans l'univers. Mais dans la vraie vie, transmuter des éléments, c'est jouer avec le feu nucléaire.
Ainsi, peut-être qu'un jour, on aura des nanoréacteurs portables capables de manipuler la matière à l'échelle atomique. Ou des technologies quantiques qui permettront de réarranger le noyau à volonté, voire des intelligences artificielles capables de stabiliser des transmutations complexes en temps réel. Mais pour l'instant, transformer du plomb en or, c'est possible, mais seulement si tu as un budget de plusieurs millions, une centrale nucléaire, et que ça ne te dérange pas d'attendre longtemps pour un grain d'or radioactif en plus. Numéro 5. Voyager plus vite que la lumière. Le vaisseau spatial de Rick est une sorte de mélange entre une soucoupe volante et une benne à ordures high-tech. Pourtant, comme indiqué sur le wiki Rick et Morty, le vaisseau de Rick se déplace à des centaines de millions de fois la vitesse de la lumière. Autant dire que dépasser la vitesse de la lumière dans Rick et Morty n'est absolument pas un problème. Et parmi toutes les choses qu'on a vues dans cette vidéo, eh bien c'est peut-être la chose finalement la moins réaliste. Peut-être qu'un jour on traitera l'alimentation du vaisseau avec la matière noire concentrée, ou le fait que sa batterie constitue un mini-univers. Mais bref, pour l'instant on va d'abord se poser la question, peut-on aller plus vite que la lumière ? Alors, l'idée de voyager plus vite que la vitesse de la lumière a beau être l'une des plus grosses obsessions de la science-fiction, c'est l'un des plus gros non négociables de la physique moderne. Pourtant, la recherche grince, creuse et parfois rêve. Et si on pouvait vraiment le faire ? Bon, première chose à savoir, la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 299 792 458 mètres par seconde. Arrondissons ça à 300 000 km par seconde. À l'échelle de l'univers, c'est assez lent, mais à notre échelle, c'est simplement monstrueux. En une seconde, la lumière peut faire 7 fois le tour de la Terre. Mais bon, 300 000 km par seconde est aussi la vitesse maximale que toute particule ou information peut atteindre dans l'univers. Tout cela selon la relativité restreinte d'Albert Einstein élaborée en 1905. Plus tu vas vite, plus ta masse augmente et plus il faut d'énergie pour accélérer encore. D'après les équations d'Einstein, pour atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. En clair, rien avec une masse, donc toi, moi, un vaisseau, ne peut atteindre ni dépasser cette vitesse. À part le photon, il atteint cette vitesse car théoriquement il n'a pas de masse. Donc rien ne peut dépasser cette vitesse. Sauf, si on triche un peu. L'idée de dépasser la lumière apparaît très tôt dans la science-fiction, principalement popularisée par Star Trek et le grand bébé de George Lucas, Star Wars. Bon, à la limite, Star Wars et Star Trek essaient de justifier la manière dont ils dépassent la vitesse de la lumière. Mais dans Rick et Morty, on s'en fout. On a carrément des moteurs capables de t'emmener dans une autre galaxie avant même d'avoir fini de râler. Mais bon, tout ça vient de la frustration de la limite lumineuse. Si tu ne la contournes pas, l'exploration spatiale est foutue. Même si on va à la vitesse de la lumière, il faudrait 4 ans pour atteindre Proxima Centauri, l'étoile la plus proche, et des milliers d'années pour la moindre galaxie. Alors des mondes habitables, c'est une autre affaire. Après, il y a toujours la question de la cryogénisation, qu'on ne sait toujours pas faire. Mais ce n'est pas la question. La question est, peut-on dépasser la vitesse de la lumière ? Eh bien, selon la physique connue, non, pas directement. Mais il y a des failles théoriques qui laissent une porte ouverte, une petite porte. Une piste sérieuse pour tricher, qu'on a déjà traité sur la chaîne, est le moteur à distorsion. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre propose une solution issue de la relativité générale. L'idée, tu compresses l'espace devant le vaisseau et tu l'étires derrière. En fait, le vaisseau lui-même ne bouge pas localement, il est porté par une bulle d'espace-temps. Ce serait un peu comme surfer sur une vague d'univers au final. À l'intérieur, tout respecte la relativité, mais à l'extérieur, tu vas plus vite que la lumière. En soi, l'espace n'est pas restreint à cette vitesse, c'est ce qu'il y a dans l'espace qui est restreint à la vitesse de la lumière. Bon, évidemment, problème, il faut une énergie négative, de la matière exotique, pour créer cette bulle. On ne sait pas si cette matière existe, et même si elle existe, la quantité nécessaire dépasse l'énergie de l'univers observable. Oui, rien que ça. Des recherches récentes tentent de réduire les besoins en énergie avec des modèles plus réalistes, mais on reste dans le domaine hautement spéculatif. D'ailleurs, tout ce qu'on voit là est hautement spéculatif. Ensuite, une autre piste pour tricher, ce sont les trous de verre, qu'on a déjà vu dans cette vidéo. Je le redis, un trou de verre est un tunnel dans l'espace-temps, un raccourci théorique entre deux points éloignés. Tu ne vas pas plus vite que la lumière, tu coupes juste à travers l'univers. Encore une fois, ça demande une structure stable, ce qui est improbable, de la matière exotique, encore elle, et en plus, il n'y a aucun moyen de le détecter pour l'instant. Mais c'est une idée élégante, plutôt que d'aller vite, change la carte. Autre piste, mais qui ne servirait pas à grand chose, ce sont les tachyons. Alors, je ne parle pas de ce truc absurde des arnaques quantiques, G. Milgram a fait plusieurs vidéos très intéressantes là-dessus.
Non, en réalité, les tachyons sont des particules hypothétiques qui voyageraient toujours plus vite que la lumière. Problème, elles ont une masse imaginaire, au sens mathématique, ce qui les rend très instables dans les équations. Aucune trace d'un tachyon n'a jamais été détectée. Ce sont des curiosités mathématiques, pas des objets physiques observés. Et enfin, hormis les tachyons, dans certains cas très spécifiques, des effets de groupe semblent dépasser la vitesse de la lumière. Bref, ce sont des choses qui ressemblent à des dépassements de la lumière, mais qui ne violent pas la relativité. On triche, mais proprement. Ainsi, Rick se moque complètement des lois de la physique. Il dépasse la lumière comme d'autres grillent un feu rouge. Ces moteurs sont des condensés de science-fiction compressés. Ils plient l'espace, traversent des dimensions, utilisent peut-être de la matière noire, de la physique quantique appliquée, et des micro-univers comme batterie. Ils ne contournent pas les règles, ils les remodèlent. Mais à la base, ce que la série montre, c'est l'envie humaine de s'affranchir des limites. Et c'est là que c'est intéressant. Même la vraie science cherche comment tricher sans casser les lois. Donc, faut-il espérer aller plus vite que la lumière un jour? Eh bien, pas dans le sens classique. Pas de moteur à photons version Rick dans 50 ans. Mais, à très long terme, peut-être des raccourcis spatio-temporels, des méthodes pour manipuler l'espace, ou encore une nouvelle physique encore inconnue. Ce serait une révolution aussi grande que celle d'Einstein en 1905. Ainsi, dépasser la vitesse de la lumière, c'est plus qu'un délire de science-fiction, c'est un défi, une frontière mentale, un rêve de liberté totale. Rick s'en fout, il la traverse avec sarcasme. Mais nous, on continue d'apprendre, de gratter, de chercher des failles dans l'univers. Et c'est peut-être ça, un des nombreux messages cachés de Rick et Morty. La science, c'est pas ce qui est possible aujourd'hui, c'est jusqu'où on est prêt à aller pour que l'impossible devienne. Voilà pour cette très longue vidéo, l'une des plus longues de la chaîne. Merci beaucoup aux tipeurs pour les dons. Si tu veux me soutenir dans la création de contenu scientifique, il y a la possibilité de faire un don mensuel sur Tipeee, mais évidemment rien qu'un like, un partage, un commentaire ou un abonnement, c'est déjà très sympa. Si la vidéo marche bien, je referai peut-être ce genre de format très long, à voir, car cela me revient quand même beaucoup plus cher. Rick et Morty est un sujet risqué, car très différent de ce que j'ai l'habitude de proposer, même si au final on traite des concepts scientifiques assez barrés comme d'habitude. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, merci d'être resté jusqu'au bout. N'oublie pas de voter pour la prochaine vidéo dans la section post.